Le volume d'informations stockées dans les mémoires informatiques serait en train de doubler tous les 2 ou 3 ans. Le monde de l'économie et de l'entreprise va donc devoir repenser entièrement son rapport à l'information face aux menaces d'intoxication. Laurent Fébis, bonjour. Bonjour. Alors comment faire face à ce que certains appellent déjà aujourd'hui l'infobésité ? Oui, l'infobésité. D'abord, on a un peu trop tendance à ne regarder les données que sous l'angle de leur volumétrie. C'est ce que reflète bien d'ailleurs le terme Big Data et le risque d'obésité de l'information. C'est ce que certains, comme vous l'avez dit, appellent l'infobésité. Mais surtout, il faut savoir que les données qui nourrissent les mémoires informatiques ne sont pas produites par hasard. Il ne faut pas perdre de vue que la qualité de ces données n'est pas garantie. Quand on introduit en masse des données dans les ordinateurs pour les traiter par des algorithmes, on fait trop souvent l'impasse sur l'effet gigot. Alors cet effet gigot, ça veut dire garbage in, garbage out. Permettez-moi cette traduction un petit peu rapide. On pourrait traduire ça par rentrez-y des foutaises, vous en sortirez des foutaises. Mais pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas en train de rejeter le progrès ouvert par les capacités de stockage et de traitement automatisé de l'information ? Non, pas du tout. Au contraire, le big data peut s'avérer un outil fantastique. C'est un outil de productivité, c'est aussi une aide extrêmement précieuse à l'analyse. Il ne fait aucun doute pour moi que le traitement massif des données ouvre des perspectives totalement passionnantes. Ce que je crains, ce sont les conséquences de l'idéologie prônée par les promoteurs du big data sur la qualité des informations et des analyses. D'autant que le big data, c'est aussi un big business, un marché de 50 milliards de dollars par an selon certaines sources. Des sources, bien entendu, elles-mêmes invérifiables. Alors je remarque qu'il y a un instant, vous avez employé le mot d'idéologie, un mot fort quand même. Oui, idéologie, une véritable idéologie. Si vous me le permettez, je vais vous citer un passage de ce livre. C'est un des nombreux livres publiés ces derniers temps dans le monde anglo-saxon sur le big data. Ces deux auteurs sont un très sérieux professeur d'Oxford et un collaborateur de The Economist qui est lui-même un spécialiste du big data. J'ai retenu une phrase que je vais vous permettre de vous lire. En tant qu'être humain, nous avons été conditionnés pour chercher à comprendre les causes des phénomènes. Mais avec l'avènement du big data, nous n'avons plus besoin d'être obsédés par cette causalité. À la place, nous allons découvrir des corrélations entre les phénomènes qui vont nous apprendre énormément. Donc autrement dit, si je vous comprends bien, plus besoin de connaître les causes, il suffit d'identifier des corrélations. C'est cela qui vous choque ? Oui, c'est exactement cela. Il n'est plus nécessaire de comprendre, mais il suffit de détecter des corrélations. On se fiche des liens de causalité en oubliant au passage qu'une corrélation n'est pas la preuve d'un lien de cause à effet. C'est comme si la signification n'avait plus d'importance. C'est, pour moi, du véritable obscurantisme. J'irais même jusqu'à dire qu'une telle approche nous ferait entrer dans une ère d'info-obscurité. L'info-obscurité. C'est un vrai retour au Moyen-Âge de la réflexion. Alors est-ce que tout cela n'ouvre pas aussi la porte à toutes les manipulations possibles et imaginables, puisque finalement on ne contrôle plus l'information ? Écoutez, la manipulation de l'information, c'est vieux comme le monde. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais ce qui a changé, c'est sa vitesse de propagation et notre rapport au temps. Avec les nouvelles technologies, c'est tout de suite et pour le moins cher possible. Prenez les médias. Ils sont gavés de flux d'informations seconde par seconde. Vous-même, en tant que journaliste, vous savez parfaitement bien que dans les rédactions, l'urgence a totalement tué la prudence. On ne compte plus les erreurs et les manipulations dans les dépêches d'agence. On ne compte plus les informations non vérifiées dans les réseaux sociaux. Des informations non vérifiées qui sont reprises instantanément par des centaines de sites. Même des sites adossés aux titres les plus sérieux ou les plus prestigieux. Alors vous pointez à juste titre les médias, mais la menace n'est-elle pas la même dans votre métier à vous, les études ? Bah oui, vous avez raison, nous n'échappons pas à ce risque de manipulation. Nous sommes passés de la rareté des données à la surabondance. D'ailleurs, on peut désormais aller jusqu'à automatiser totalement des études, y compris la rédaction. Alors, pourquoi payer un salaire d'expert quand un ordinateur connecté à Google et à des bases de données
peut le faire. Mais c'est oublier que ces bases de données et les informations collectées par les moteurs de recherche sont truffées de fausses informations. Ils sont truffés de rapports orientés qui sont disponibles pour servir une cause bien précise. Ce n'est plus seulement une question d'infobésité que l'on a à résoudre. Il faut surtout faire face à l'intoxication de l'information, ce que j'appelle l'infotoxication. Manipuler l'information n'a donc jamais été aussi facile. Écoutez, je vais vous donner un exemple significatif. Tiens, on trouve de multiples citations d'un personnage tristement célèbre qui aurait déclaré la chose suivante. Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 10 000 fois, il devient une vérité. Sur Google, vous allez trouver des centaines de références qui attribuent cette citation à Adolf Hitler. Mais le cas même de cette citation est passionnant. En cherchant bien sur Internet, on trouve aussi des références à bien d'autres personnes, comme par exemple l'humoriste Pierre Dac. En vérité, vous pouvez toujours chercher sur Google, sur les blogs et sur les forums. Vous verrez la citation 1000 fois répétée, sans aucune preuve de son authenticité. Vous voyez que sur Internet, l'intox fonctionne comme la multiplication des pains. Alors si je vous ai bien compris, nous sommes entrés dans un monde où l'on peut produire, à échelle industrielle, du mensonge qui serait relayé par les médias. On produit des fausses vérités pour servir des intérêts économiques ou politiques. Écoutez, c'est une évidence. Gardons bien en tête qu'une information n'est jamais produite par hasard. Elle n'est jamais non plus diffusée par hasard. Et rappelons-nous bien que les acteurs économiques et les lobbies disposent de moyens considérables pour maîtriser leur communication. Des moyens bien plus importants que les contre-pouvoirs comme la presse, qui, elle, a de moins en moins de moyens d'investigation. Quant aux bases de données, elles se contentent généralement de stocker et de diffuser sans jamais filtrer. Mais alors comment s'y retrouver dans cette info-obscurité et face au danger de ce que vous appelez l'infotoxication ? D'abord, il faut prendre conscience que cette infotoxication progresse aussi vite que l'information. Plus que jamais, il faut être attentif aux capacités humaines d'analyse et de synthèse. Plus que jamais, il faut être vigilant sur l'indépendance intellectuelle et donc l'indépendance financière des acteurs qui produisent et diffusent de l'information. Alors après l'infobésité, maintenant on a l'info-obscurité et l'infotoxication. Ce sont les nouveaux mots MAUX de l'information. Laurent Phébis, merci de votre éclairage.